un pouvoir sans limite, une débauche de luxe, des corps momifiés, des trésors inimaginables. Bienvenue dans l'au-delà, vu par la Chine ancienne. Un monde secret et violent a laissé en héritage des sépultures monumentales. Ces montagnes artificielles symbolisaient la puissance des empereurs et ont fait tomber des dynasties. La province du Shanxi est considérée comme le berceau de la civilisation chinoise. Aujourd'hui, c'est une région riche et industrialisée. Un petit drone survole la zone pour observer la campagne environnante. Il est en mission pour le compte d'une équipe d'archéologues. Les experts sont impatients de voir les images. Elles font apparaître un monde fascinant. Des centaines de monticules de terre tout autour de la capitale, Xi'an. Certains sont de taille modeste, d'autres gigantesques. On ignore ce qu'ils cachent. Mais on sait qui est à l'intérieur. Ce sont les dernières demeures d'empereurs, de généraux, d'aristocrates, des défunts particulièrement riches et puissants. Il y a 2000 ans, ces champs étaient le théâtre de combats sanglants et de bras de fer politiques. Il résonnait aussi de rire et de musique. La noblesse chinoise ne se refusait rien. L'époque avait aussi une face plus sombre. Des milliers d'ouvriers trimaient pour bâtir ces monuments à la gloire éternelle de la classe dirigeante. Ces tombeaux étaient des symboles de pouvoir, de richesse et de légitimité politique. Ils attestaient du mode de vie du défunt, et ce pour l'éternité. Ce qu'on pourrait résumer par « j'ai le plus grand tombeau, je suis le plus puissant ». Il est très rare que des archéologues puissent pénétrer dans ces tombes et entrevoir leurs trésors. Elles conservent une grande part de leur mystère. Les experts ont au moins une certitude. Ces projets étaient d'immenses défis logistiques. Pour satisfaire les désirs de l'empereur, les ingénieurs ont fait déplacer des millions de tonnes de terre et creuser des fosses de plusieurs dizaines de mètres de profondeur, plus tard recouvertes par des montagnes artificielles. On s'est toujours interrogé sur leur méthode. Aujourd'hui, on découvre l'envers du décor. Le bilan humain de ces chantiers a été terrible. Ils ont été synonymes d'immenses souffrances. Et le peuple s'est souvent rebellé.
Pendant près d'un millénaire, ces entreprises grandioses ont assis le pouvoir des dynasties chinoises, tout en les fragilisant. Un tombeau se distingue des autres par sa beauté et son histoire tragique. Nous sommes en 246 avant notre ère. L'Empire de Chine n'existe pas encore. 7 royaumes se combattent pour imposer leur domination. Dans l'un d'eux, celui de Qin, un nouveau souverain monte sur le trône. Il n'a que 13 ans. L'une de ses premières décisions est d'ordonner la construction de son tombeau. Aujourd'hui, cela peut nous sembler prématuré à seulement 13 ans. Mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Il y a 2000 ans, on était bien plus mûr à cet âge qu'aujourd'hui. Personne ne pouvait dire combien de temps il allait vivre. Certains mouraient avant 30 ou 40 ans, donc c'était essentiel pour lui de s'assurer tout de suite de son immortalité. Pour les architectes royaux, la réussite du projet tient avant tout à l'emplacement choisi. Dans la Chine ancienne, les tombeaux de marque sont toujours en hauteur. Celui du roi doit donc être encore plus haut que les autres. Il faut choisir un site surélevé, où l'on peut aussi creuser très profondément dans le sous-sol. L'endroit sélectionné est à 90 km de la capitale royale, sur les flancs du mont Li. Les architectes et les ingénieurs ignorent sans doute que ce tombeau sera l'un des plus grandioses de l'histoire. En effet, l'enfant roi de Qin vit jusqu'à 49 ans. Il a un destin extraordinaire. Il écrase brutalement ses rivaux, unifie les royaumes combattants sous son autorité et fonde l'empire de Qin. En 221 avant notre ère, il est l'homme le plus puissant du continent, et il le sait. Il se rebaptise Qin Shi Huangdi, le premier empereur de Chine, et veut que son tombeau clame haut et fort sa grandeur et l'exploit qu'il vient d'accomplir. Quel meilleur moyen pour donner une image de pouvoir illimité que de se faire bâtir le plus grand mausolée, la plus grande pyramide de l'histoire. Pour les concepteurs du projet, la création de l'Empire change la donne. Ils ne peuvent plus se contenter d'édifier un tombeau digne d'un roi. Ils doivent imaginer un mausolée à la gloire du plus puissant souverain de l'histoire chinoise. Ils ont une source d'inspiration. Un monument funéraire exceptionnel existe déjà. À sa découverte en 1977, les archéologues chinois ont été stupéfaits par le tombeau du marquis Yi de Zhong, mort 2 siècles avant le premier empereur. Il est unique dans l'histoire chinoise. Auparavant, les tombeaux étaient des puits verticaux très simples. Celui-ci est un véritable palais souterrain. Il comporte 4 chambres, avec des ouvertures dans les murs et le cercueil,
pour que l'âme du défunt puisse circuler plus facilement. 200 ans avant le tombeau du premier empereur, on voit apparaître un tout nouveau concept. On ne fait plus un simple caveau, mais un palais. C'est-à-dire un complexe de chambres souterraines, chacune avec une fonction précise, dans lesquelles le mort peut vivre éternellement. Ces grands hommes puissants pouvaient vivre après leur mort et leur tombeau devait satisfaire leurs moindres désirs. Dans l'au-delà, le marquis Yi de Zhong avait besoin d'un orchestre au grand complet et de près de 10 tonnes d'objets en bronze. Pour moi, la vaisselle retrouvée dans ce tombeau, pour le service du vin et de la nourriture, réunit les objets de bronze moulé les plus spectaculaires du monde antique. La musique et la bonne chère ne suffisaient pas au bonheur éternel du marquis. Les archéologues ont trouvé les squelettes de 8 jeunes femmes, des concubines sacrifiées pour lui tenir compagnie dans l'au-delà. Environ 2 siècles après la mort du marquis Yi de Zhong, les ingénieurs se sont attelés à la construction du tombeau du premier empereur. C'était le plus grand palais souterrain de Chine. Mais selon l'archéologue Wang Sheli, ses concepteurs ont d'abord dû régler un problème lié au site choisi. Sans cela, tout était compromis. Nous sommes sur le bassin versant du mont Li. 5 fleuves dévalent la montagne et se déversent directement à l'endroit où est construit le tombeau. Chaque année, à la saison des crues, le niveau de l'eau montait très haut et tout le site risquait d'être inondé. Avant d'entamer la construction du tombeau impérial, les ingénieurs ont donc détourné les cours d'eau. La solution qu'ils ont imaginée il y a 2000 ans est encore là, au bord de la route. Je me tiens sur le barrage qu'ils ont construit. Il mesure 3000 mètres de long, entre 20 et 75 mètres de large au sommet, et de 12 à 15 mètres de haut. Il est fait avec la terre prélevée dans les fossés utilisés pour modifier le tracé des cours d'eau. À l'époque, la construction du barrage n'était que la première étape. Ensuite, il a fallu creuser le sol jusqu'à dégager un espace assez grand pour un palais impérial. À la mort de l'empereur, tout a été recouvert d'un immense monticule de terre. Par chance, les ingénieurs de l'époque avaient à leur disposition un matériau de construction remarquable. Il est largement répandu, facile à travailler et très bon marché. En Nouvelle-Zélande, John Chia et son équipe se lancent dans un projet original. Ils construisent une maison en terre. Allez-y doucement, il faut la tasser un peu. Ces jeunes ingénieurs font partie d'un mouvement mondial qui milite pour de nouvelles méthodes de construction. Pour eux, utiliser la terre est une solution idéale. Elle n'a l'air de rien, mais c'est un matériau très solide.
Certaines structures en terre ont tenu des siècles, voire des millénaires. C'est le cas de la plus ancienne portion de la Grande Muraille de Chine. Cette technique repose sur des méthodes simples qui n'ont pas changé depuis plus de 2000 ans. Super. Pour construire durablement avec un matériau aussi basique, il y a deux contraintes. Premièrement, ajouter un agglomérant qui ne risque pas de se fissurer ou de s'effriter. Il faut que ça fasse comme une petite pluie, uniforme mais léger. Aujourd'hui, l'équipe utilise des fibres de lin qui poussent en Nouvelle-Zélande. Les ingénieurs du premier empereur avaient eu une autre idée. Les Chinois ont pris du riz gluant pour agglomérer la terre. Souvent, on trouve aussi du fumier. Deuxième exigence, empêcher l'eau de s'infiltrer. S'il y a des poches d'air, elle trouvera le moyen de rentrer. Ensuite, la terre sera ramollie ou craquelée. Et si l'eau gèle, elle se dilate. Dans les deux cas, le mur s'effondre. Si on utilise la terre comme matériau, il faut à tout prix éviter les bulles d'air, et pour cela, il n'y a qu'une seule méthode. Damer la couche de terre jusqu'à ce qu'elle soit aussi dense que du béton. D'après ce que je peux voir, l'équipe a fait du bon boulot. Ce mur est parfaitement lisse. Et quand on touche, on sent qu'il est bien dense. Le damage a été bien fait. L'équipe de John n'est pas la première à utiliser cette technique. À Xi'an, des archéologues explorent la tombe d'un général chinois. Ces murs en terre damée ont près de 2000 ans, mais ils tiennent toujours. Le secret de la construction en terre, c'est de superposer des couches très fines et de les damer avec beaucoup de soin jusqu'à ce qu'elles soient extrêmement dures. Comme ça, c'est parfaitement stable. Ici, on voit très bien la structure du mur. Sur cette portion, on a de 25 à 30 couches superposées que les archéologues ont délimitées par des traits. À chaque fois, c'est une couche de terre damée. Des centaines d'hommes ont dû travailler des mois pour construire ce tombeau en utilisant cette méthode. Quand on tape, c'est presque aussi dur que du béton. Pour la tombe de ce général, il a fallu des centaines d'épaisseurs de terre. Et elle fait pâle figure à côté de celle du premier empereur. La sienne est une pyramide de 350 mètres de côté, de 50 à 70 mètres de haut, et composée de plus de 3 500 000 tonnes de terre. C'est bien plus qu'un tombeau. C'est l'un des plus grands complexes funéraires au monde, avec une superficie de presque 6000 hectares. Il n'a pas été exploré en totalité, mais les archives décrivent la chambre mortuaire. Il y aurait un plafond décoré de constellations, un parquet reproduisant le territoire de l'Empire, avec des rivières et des océans de mercure, et des répliques de tous les palais de l'empereur, prêts à accueillir son âme. Il devait avoir auprès de lui tout le nécessaire pour régner éternellement. Mais les documents de l'époque omettent de mentionner ce que les constructeurs ont dissimulé dans 3 fosses du tombeau. La célèbre armée de 8000 soldats en terre cuite. À côté, il y avait des statues de jongleurs, d'acrobates, de hauts fonctionnaires et de chars tirés par des chevaux avec leurs palefreniers.
tout l'univers de l'empereur est reproduit en bronze et en argile. Pourtant, il a voulu se démarquer d'une tradition sinistre. Avant le premier empereur, les souverains sacrifiaient des sujets pour les servir après leur mort. Mais pour un si grand tombeau, il aurait fallu tuer beaucoup trop de gens, et l'idée a été écartée. À l'époque du premier empereur, il était clair qu'on ne pouvait pas abattre tout un régiment de soldats. Des répliques en terre cuite suffisaient amplement. Ce n'était pas le cas pour ses maîtresses. Selon les archives, toutes les concubines sans enfants auraient accompagné le premier empereur dans la tombe. On a du mal à faire la part de la réalité et de la légende. En 2005, des archéologues ont trouvé la preuve qu'il abritait bien des trésors. Ils ont localisé les contours d'une immense chambre de 80 mètres sur 50, cernée par une enceinte de pierre de 150 mètres sur 125. Tout autour, la terre contenait une forte concentration de mercure. La taille de la pièce et la présence de poison laissent penser que les récits de mères de mercure et de sacrifices de concubines pourraient être véridiques. Un autre mystère entoure ce tombeau. À ce jour, il n'a pas encore été élucidé. Les textes anciens disent qu'à son achèvement, l'édifice mesurait 115 mètres de haut, soit 2 fois sa hauteur actuelle. Pour monter si haut, la base de la pyramide devait faire 500 mètres de côté. Cela représente un monument 5 fois plus grand que celui d'aujourd'hui, et 4 fois comme la pyramide de Khéops. Que s'est-il passé pour qu'il ait rétréci ? Selon certains experts, les éléments naturels ont tout simplement érodé l'édifice en terre. Il y a une autre théorie. Le tombeau n'aurait jamais été terminé. Mais pourquoi l'homme le plus puissant de Chine aurait-il consacré des années à ce chantier sans aller jusqu'au bout ? L'archéologue Zhang Zhongli pense avoir trouvé la réponse dans un verger proche du site. Il y a de très nombreux ossements ici. Ça, c'est un fémur ou un tibia. Là, il y a un crâne. On peut même voir les dents. Le corps est couché, comme ça. Pour édifier le somptueux tombeau impérial, il a fallu des tonnes de terre, mais aussi des milliers de vies humaines. On ne peut pas déterminer le nombre de squelettes. Ils sont tous mélangés. Je crois qu'il y en a un là et un autre là. Les corps sont empilés les uns sur les autres. C'est une fosse commune. Qui étaient ces gens? Non loin, des artistes modernes les ont imaginés. Après l'unification du pays, le premier empereur a eu à sa disposition la main-d'œuvre la plus nombreuse de l'histoire chinoise. Il l'a enrôlé de force pour son projet. Aujourd'hui, les ouvriers qui ont construit le tombeau sont représentés comme des héros. Leur squelette livre une autre version des faits. Regardez ce crâne. La dentition nous indique que cet homme avait autour de 30 ans.
Pourtant, il s'est tué à la tâche. Il est mort à cause de ses conditions de travail difficiles. Les ouvriers étaient des hommes dans la force de l'âge, mais on leur a fait vivre un véritable calvaire. Ils trimaient de l'aube au coucher du soleil jusqu'à épuisement. Ils manquaient de nourriture et de sommeil. Ils sont morts par milliers. Quand un ouvrier mourait, son corps était simplement jeté dans une fosse commune. On a donc plusieurs couches d'ossements anonymes. Les soldats de terre cuite ont été inhumés avec plus de considération et de dignité que les ouvriers morts sur le chantier. La plupart des corps n'ont pas été enterrés selon les rites funéraires chinois. Pourtant, certains hommes ont eu droit à des sépultures individuelles. Sur leur tombe, une petite plaque indique même leur nom et leur ville natale. Les archéologues se sont demandé pourquoi ils avaient eu droit à un traitement de faveur. La réponse ne fait qu'assombrir encore plus le tableau. Les ouvriers venaient de différentes classes sociales. Ceux qui avaient les moyens de faire graver leur nom et leur ville de naissance sur une plaque avaient un statut plus élevé. Ils travaillaient ici pour rembourser leurs dettes. Ces hommes criblés de dettes travaillaient donc à côté de criminels et d'esclaves. Les citoyens ordinaires devaient aussi donner une année de leur vie pour le tombeau de l'empereur. Beaucoup sont restés plus longtemps. Le premier empereur pouvait invoquer n'importe quelle raison pour prolonger l'enrôlement d'un citoyen. Beaucoup ne sont jamais retournés à leur vie normale. Le tombeau du premier empereur est vraiment impressionnant. C'est un monument magnifique, innovant et fascinant. Mais il est aussi choquant à cause des souffrances qu'il a engendrées. Le coût humain du chantier est exorbitant, mais ce n'est pas tout. Aucun souverain n'avait jamais dépensé autant pour sa dernière demeure, et cela a eu des conséquences désastreuses. L'empereur est mort en 210 avant notre ère, et l'année suivante, son peuple, poussé à bout, s'est révolté. 3 ans plus tard, son successeur a été assassiné. Sa dynastie s'est éteinte après seulement 15 ans d'existence. Il est possible que le chantier du tombeau n'ait jamais été achevé parce que le pays a plongé dans le chaos. Cela pourrait expliquer qu'il soit plus petit que prévu. Il devait symboliser le pouvoir de la dynastie, mais il l'a conduite à sa perte en quelques années. Pourtant, la plus grande réussite du premier empereur, l'unification de la Chine, a perduré. D'autres souverains ont pris la tête de l'empire et ont tenté de relever un défi en apparence impossible. Comment bâtir de grands tombeaux sans entraîner la chute de leur dynastie ? En 202 avant notre ère, la Chine était toujours déchirée par les conflits armés. Un chef de guerre d'origine paysanne a triomphé des armées rivales et fondé la dynastie suivante, celle des Han. Les Han dirigeaient le pays d'une manière moins brutale et moins autoritaire, qui contrastait avec le totalitarisme du premier empereur. Pourtant, son ombre planait sur la nouvelle dynastie au pouvoir. Son tombeau dominait le paysage, comme un défi lancé à ses successeurs. Le premier souverain Han voulait un tombeau aussi impressionnant que celui du premier empereur de Chine.
Mais il était face à un dilemme. Comment y parvenir sans faire souffrir son peuple? Plusieurs générations d'empereurs Han s'y sont essayés. Ils ont fait bâtir des tombeaux gigantesques, les uns à côté des autres, au nord de la capitale impériale, à un emplacement qui ne devait rien au hasard. À l'époque, leur sépulture était une protection symbolique entre l'Empire et ses ennemis jurés, les Huns. Les hordes de nomades déferlaient régulièrement des steppes du Nord pour piller les richesses chinoises. Les empereurs Han se faisaient donc enterrer là où ils pouvaient aider à défendre le pays. C'était un symbole de puissance architecturale et monumentale sur le plan physique et spirituel. Si les esprits des empereurs continuaient à vivre, ils étaient un rempart entre les habitants de la capitale et du reste de l'Empire et ceux qui vivaient de l'autre côté. Mais pour que la protection ne soit pas seulement symbolique, les tombeaux impériaux devaient aussi jouer un rôle d'avant-poste militaire. Dans celui d'Anling, l'archéologue Xiao Nanfeng a constaté que c'était bien le cas. De l'autre côté de la route, on voit toujours des remblais en terre érigés sous la dynastie Han, quand le village était encore une cité funéraire fortifiée. À l'ouest d'ici, il y avait la cité funéraire. Nous avons découvert que la ville d'Anling faisait 1200 mètres de long d'est en ouest et 800 mètres de large du sud au nord. À l'époque des Han, la ville fortifiée comptait 100 000 habitants qui travaillaient à la construction et à l'entretien de la tombe impériale. Ils devaient aussi défendre l'Empire contre les Huns. Les raids des nomades étrangers n'étaient pas la seule menace. Les empereurs Han se méfiaient aussi de leurs ennemis de l'intérieur. Certains nobles puissants avaient leur propre armée. Ils convoitaient le trône. Là aussi, les cités funéraires jouaient un rôle précis. L'empereur choisissait toujours un aristocrate puissant pour superviser la construction de son tombeau. C'était un honneur que personne ne pouvait refuser. Mais pour cela, l'homme désigné devait quitter ses terres pour vivre dans la cité funéraire. En échange, cette ville n'était pas soumise à l'impôt. C'était tout à l'avantage de l'empereur. Il neutralisait ses rivaux en les forçant à l'exil. En faisant venir ses opposants près de la capitale impériale, l'empereur pouvait mieux les contrôler. Les seigneurs locaux perdaient leur pouvoir et l'empereur reprenait la main. La taille des pyramides Han laisse imaginer les splendeurs cachées à l'intérieur. Pourtant, on ne les verra peut-être jamais. Aucun archéologue n'a exploré de tombeau impérial de cette dynastie. Ce sont les illustres ancêtres du peuple chinois. Est-il acceptable de les déranger pour en savoir plus sur eux, alors qu'ils ont souhaité reposer en paix pour l'éternité? C'est une question passionnante. Pourtant, on a déjà ouvert des tombeaux princiers. Leur contenu défiait l'imagination. À environ 850 km des tombes impériales de Xi'an, se trouve la ville de Suzhou. Sous la dynastie Han, elle était dirigée par la famille de l'empereur. Aujourd'hui, le public peut admirer ces sépultures et le soin apporté à leur voyage dans l'au-delà.
tombeau, appelé Bei Dongshan, était la reproduction d'un palais à l'intérieur d'une colline. Il comprenait une cuisine, des garde-manger et des toilettes. Tout ce dont un souverain avait besoin pour continuer à mener grand train. Cette pièce était consacrée au divertissement, aux danses et à la fête. Il devait y avoir de la musique et des banquets interminables. Il fallait divertir le prince défunt pour l'éternité. Tout autour, nous voyons les autres chambres nécessaires pour perpétuer son style de vie dans l'au-delà. Dans une chambre, il y a même des toilettes, sous la forme d'un simple trou dans le sol. Le tombeau de Guishan, dans la région, a une version plus élaborée du même équipement. Contrairement à Bei Dongshan, Guishan a été creusé dans la roche. Cet exploit technique atteste du talent des bâtisseurs de l'époque. Le tunnel d'entrée du tombeau de Guishan fait 56 mètres de long. Mais il a été construit avec une telle précision qu'on peut envoyer un faisceau laser d'un bout à l'autre sans toucher aucune paroi. L'eau souterraine risquait d'endommager la structure. Mais les ingénieurs de l'époque ont transformé ce problème en atout. Les concepteurs du tombeau voulaient tellement que tout soit parfait pour le prince qu'ils ont eu l'idée, à l'endroit où l'eau ruisselle sur les rochers, de creuser un petit réservoir pour qu'elle puisse s'accumuler. Bien sûr, le défunt allait avoir besoin d'eau pour boire, faire la cuisine ou se laver. Et là, il en avait à disposition pour l'éternité. Pour vivre éternellement, il fallait un tombeau, mais aussi un linceul, composé de milliers de petites plaques de jade, une pierre réputée pour préserver parfaitement la dépouille. Les textes anciens laissent penser que sous la dynastie Han, des alchimistes et des embaumeurs travaillaient à la conservation des corps des nobles. On a ainsi trouvé une momie intacte. En 1971, des ouvriers qui creusaient un tunnel sous la ville de Changsha sont tombés par hasard sur un trésor archéologique. Un tombeau du début de la dynastie Han, au IIe siècle avant notre ère. Il abritait des répliques de domestiques, des instruments de musique et des paniers de nourriture. Ces trouvailles n'étaient rien à côté de ce qui se trouvait dans le cercueil. Le corps d'une aristocrate, du nom de Shinjue, était en si bon état que les médecins légistes ont pu pratiquer une autopsie, comme sur un cadavre récent. On ne sait pas pourquoi Shinjue est l'une des momies les mieux préservées du monde. L'explication pourrait se trouver dans la conception de son tombeau. Un cadavre se décompose plus vite quand il est au contact de l'air ou de l'eau. Mais Shinjue a été enterré à 20 mètres de profondeur, enveloppé dans 20 épaisseurs de soie. Son corps était dans 4 sarcophages gigognes, scellés avec de la laque. La chambre funéraire était ensevelie sous 1,50 m de charbon et plus d'1 mètre d'argile blanche très dense. Toutes ces précautions ont empêché l'air et l'eau de dégrader le corps, ce qui prouve que cette tombe était délibérément conçue pour le préserver au mieux.
les Han entouraient aussi leurs tombeaux de gravier et de cailloux. L'air et l'eau n'étaient pas les seuls dangers à repousser. Il y avait aussi les pilleurs de sépultures. Parfois, les bâtisseurs de tombeaux ont tenté de les tromper. Cette inscription, vieille de 2000 ans, à Guishan, déclare qu'il n'y a rien de précieux dans la tombe et que ce n'est pas la peine de la profaner. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Elle a été pillée. Pour l'archéologue Zhang Jin-yin, les graviers et les cailloux étaient bien plus efficaces pour dissuader les intrus. Quand les voleurs creusaient un trou, le sable et les cailloux retombaient au fond, au fur et à mesure, et ils n'arrivaient à rien. C'est une bonne méthode anti-pillage. Ce n'était pas la seule arme des Han contre les profanateurs. Cette armée de soldats en argile a été retrouvée dans la tombe d'un général. Les figurines sont beaucoup plus petites que les statues en terre cuite grandeur nature du premier empereur, et elles ne portent pas de vraies armes. On comprend que la classe dirigeante Han a appris à régner avec sagesse. On n'a plus le gaspillage de richesses qui définissait la période Qin. Les tombes de la dynastie Han coûtent moins cher que l'immense mausolée du premier empereur. Malgré tout, une découverte montre que tout n'était pas idéal pour autant. Quand ces fers ont été exhumés, ils enserraient toujours les ossements des ouvriers morts en bâtissant le tombeau d'un empereur Han. L'archéologue Chen Bo explique à quoi il servait. Les deux fers ronds étaient placés autour des poignets, à la manière d'une paire de menottes. Ceux qui étaient terminés par une longue tige se mettaient autour du cou. La barre descendait le long de la colonne vertébrale, ce qui obligeait l'esclave à marcher courbé quand il travaillait. Il ne pouvait pas se redresser pour essayer de s'enfuir. Au fil des siècles, il y a eu des révoltes sur les chantiers de construction des tombeaux. Il n'était pas rare que les ouvriers se soulèvent, lancent des pierres aux responsables, saccagent le site ou tentent de s'échapper. En l'an 220 de notre ère, après 4 siècles de domination, la dynastie Han s'est effondrée. Les empereurs suivants se sont demandé quel monument à leur gloire ils voulaient léguer à la postérité. Une dynastie s'est inspirée des erreurs du passé pour célébrer la grandeur de ses souverains, sans imposer de souffrance à son peuple. Vers l'an 600, le pays a émergé des siècles de chaos politique qui avaient suivi la chute des Han. Pendant 3 siècles, les empereurs de la dynastie Tang ont guidé la Chine vers une ère de richesse et de sophistication sans précédent. Sous les Tang, la Chine était le pays le plus développé du monde. Elle avait une capitale prospère avec plus d'1 million d'habitants. Sa population était cosmopolite. Les gens venaient du monde entier. Le pays avait des relations avec toute l'Asie et même l'Europe, grâce à la route de la soie. Son économie était florissante et sa culture éclairée. Les empereurs Tang étaient pourtant conscients d'un problème très ancien. Pour garantir leur repos éternel, ils avaient besoin de tombeaux massifs. Mais pour les construire, il fallait vider les caisses de l'Empire et réduire la population en quasi-esclavage en prenant le risque d'une rébellion. Comme l'a dit un empereur Tang,
Le peuple est comme l'eau. Il peut faire flotter votre bateau, mais aussi le faire chavirer et couler. Les empereurs Tang ont donc cherché une solution pour passer à la postérité sans mettre en péril la stabilité du pays. Ils l'ont trouvé à Baling, avec le tombeau de Wen, 5e empereur de la dynastie des Han. Consterné par le coût prohibitif et les souffrances engendrées par la construction d'un tombeau, l'empereur Wen avait décidé que le sien serait différent. Baling n'est pas un complexe funéraire recouvert d'un tumulus. L'empereur a ordonné à ses ingénieurs de creuser un tunnel au cœur d'une montagne. C'était une méthode simple et bon marché, qui utilisait la splendeur naturelle du paysage au lieu de tuer des esclaves à la tâche. Le tombeau d'un grand empereur devait être recouvert par une immense montagne. Mais le problème est résolu quand on en utilise une qui existe déjà. Il suffit d'y percer une galerie. Ça mobilise quelques dizaines de personnes, alors qu'il en faut plusieurs dizaines de milliers pour faire un tumulus. Le tombeau de Baling est une révolution dans l'architecture funéraire et des siècles plus tard, il servira d'inspiration à la dynastie Tang. Aux yeux des empereurs Tang, Wen était un souverain sage et éclairé qui prenait soin de son peuple et dirigeait le pays avec bon sens. Jiuzhong est une montagne située à 83 km de Xi'an. On y trouve Jiaoling, le tombeau de l'empereur Taizong de la dynastie Tang, mort en 649. Quelque part dans cette montagne se trouve un tunnel qui mène à sa chambre funéraire, mais personne ne sait où il est. Selon les textes de l'époque, les ingénieurs impériaux ont construit un chemin temporaire en planche sur le versant de la montagne pour pouvoir circuler. Ensuite, ils l'ont détruit et ont caché l'entrée de la galerie, sans laisser de traces. On ne peut pas explorer la dernière demeure de l'empereur Taizong, mais on connaît celle de sa fille, Changle, morte en 643, à l'âge de 23 ans. La princesse a été inhumée sans faste, en accord avec les traditions de l'époque. Pour la protéger, il n'y a que de petites figurines. Dépourvu de cuisine et de salle de banquet, son tombeau ne comporte que des peintures de la vie terrestre, dont elle pourra profiter dans l'au-delà. Il y avait des règles sur le nombre de figurines qu'on pouvait enterrer, entre 50 et 70, et leur taille de 40 à 50 cm. Cela dépendait de la classe sociale du défunt. Les empereurs Tang avaient conscience que leur tombeau serait pillé. C'était donc du gâchis d'être inhumés avec des objets de valeur. Comme ça, les sépultures n'attiraient pas les convoitises et restaient intactes. Cela permettait à leur esprit de ne pas être dérangé dans l'au-delà. Un jour, les archéologues ouvriront peut-être le tombeau du premier empereur. Ils fouilleront les tumulus des empereurs Han et les montagnes où se cachent les chambres funéraires des Tang. Qui sait ce qu'ils y découvriront? Des dépouilles impériales parfaitement préservées? Des trésors extraordinaires? Ou des tombes pillées par les voleurs? Ce jour ne viendra peut-être jamais, mais les découvertes archéologiques actuelles nous laissent deviner un monde incroyable. Ces tombeaux de terre et de pierre comptent parmi les plus beaux monuments de l'Antiquité et les plus grands mystères de la Chine ancienne.